Marchant près d'affleurements datés du Carbonifère, il n'est pas rare d'observer d'étonnantes structures faisant grossièrement penser à une peau de reptile. Ce sont des écorces fossiles, appartenant à une espèce arborescente complètement disparue de nos forêts modernes, mais qui jadis constituait une composante essentielle de la grande forêt tropicale du Carbonifère. Le nom de cette plante disparue, le lépidodendron. Sur les littoraux de la Pangée s'étendaient de vastes régions marécageuses où prospéraient des flores diversifiées présentant de grandes arborescences, comme les calamites et les lépidophytes. Toutes ces plantes sont dites hélophytes, car vivant avec un appareil végétatif quasiment strictement aérien, mais dont le système racinaire se développe durablement dans un substrat vaseux gorgé d'eau. Nous pouvons aisément trouver un équivalent de ces anciens milieux appelés les swamps dans les bayous de Louisiane où abondent les Taxodium disticum, les fameux cyprès chauves d'Amérique. Ces conifères appartenant à la famille des Taxodiacées présentent de grands troncs dont la base est constamment inondée. Le substrat étant gorgé d'eau et hypoxique, voire anoxique, il est nécessaire pour les cyprès chauves d'aérer leur système racinaire. Et justement, il n'est pas rare d'observer dans les bayous de Louisiane de curieuses structures verticalisées qui surgissent ponctuellement des eaux stagnantes. Ce sont les pneumatophores, des structures végétales permettant l'aération des racines dans le substrat, traduisant une adaptation certaine à ce type de milieu, pourtant très hostile pour la plupart des autres plantes terrestres. Les dépôts argileux très richement carbonés du Pennsylvanien inférieur, namurien et westphalien, traduisent un milieu marécageux comparable aux bayous de Louisiane, à ceci près qu'il se situait en climat tropical humide et qu'il avait plus de 320 millions d'années. Les forêts tropicales humides des swamps étaient très largement dominées au cours du Pennsylvanien par des lycophytes, un grand clade botanique ayant une vidéo entièrement dédiée. Ces lycophytes carbonifères sont cependant bien différentes des petites plantes pionnières herbacées, aquatiques ou épiphytes de notre temps. Elles ont une importance écologique incomparable, dominent littéralement les écosystèmes forestiers et constituaient de grandes arborescences pouvant parfois dépasser les 30 à 40 mètres de haut. Dans ces marais houillés de faible altitude, les lycophytes géantes abondaient, en témoigne leur omniprésence dans le registre fossile carbonifère. Sont ainsi retrouvés une multitude d'axes, de tiges, d'écorces, de cônes, de racines et de feuilles attribuées à ces plantes paléozoïques. Parmi ces lycophytes, un taxon domine, les lépidophytes, tels notre lépidodendron. Facilement reconnaissable du fait de son écorce acnoria, des cicatrices foliaires que l'on ramène à cette plante, le lépidodendron présentait comme ses cousines lépidodendrales des structures morphologiques, anatomiques et même une physiologie tout à fait unique. Pour mieux comprendre notre lépidodendron, commençons par déterminer si notre lycophyte peut réellement être considéré comme un arbre, à l'instar de nos conifères modernes, des ginkgos ou encore des eudicotylédones arborescentes. Pour cela, nous allons nous référer à la définition de l'arbre stricto sensu, donnée dans la vidéo dédiée sur l'arbre, que je vous conseille de regarder avant de continuer. L'arbre est une plante arborescente, que l'on définit par la présence de tissus secondaires, produits par un anneau cambial. Le xylème secondaire, produit par ce cambium, est également continu. Il s'agit là du bois, tissu permettant la rigidité et la résistance de la tige, qui portera alors le nom de tronc, et les axes secondaires le nom de branche. Tous les arbres modernes vérifient cette définition morpho-anatomique. Et qu'en est-il du lépidodendron et de ses cousins ? Eh bien pour le savoir, il est nécessaire d'aller étudier les tissus composant la tige du lépidodendron, et heureusement pour nous, il s'avère que des tiges perminéralisées de ces plantes sont aujourd'hui plutôt bien décrites. La perminéralisation étant le remplacement minéralogique de tous les tissus vivants d'un organisme. Elle est généralement de nature siliceuse. Ainsi, les parois des cellules des tissus de notre lépidodendron ont été silicifiées et sont donc conservées à travers près de 320 millions d'années. Découvrons donc ce que ces fossiles ont à nous apprendre. La coupe transversale d'une tige de lépidodendron révèle tout d'abord l'absence d'un parenchyme médulaire, qualifié de moelle, ou pith en anglais. De ce fait, la tige est dite protostélique,
Cela dit, il apparaît que les coupes des tiges situées plus en hauteur de l'arborescence donnent un tout autre résultat avec une augmentation significative de l'épaisseur d'un parenchyme médulaire, alors absent à la base de la tige. Cette même tige passe donc d'une structure protostellique à siphonostellique lors du développement du lépidodendron. Nous avons ensuite les tissus vasculaires avec le xylème primaire exarque, le métaxylème étant au centre de la stèle, suivi d'une fine couche de xylème secondaire produit par un cambium dit unifacial. C'est-à-dire qu'il ne produira que le xylème secondaire. Le phloème secondaire n'existe pas chez les lépidodendrons. Cependant, malgré la finesse de la couche, les lépidodendrons présentent bien du bois dans leur tige. Peut-on donc considérer la tige du lépidodendron comme un tronc, et par extension cette arborescence comme un arbre? Malheureusement, c'est une question bien plus délicate. En effet, le lépidodendron présente une zone corticale particulièrement épaisse, il s'agit de son périderme. Ce périderme, anormalement épais, est constitué de tissus secondaires comme le phéloderme et le subaire, produits par le phélogène qui est un méristème secondaire. Le lépidodendron présente également une grande concentration d'aérenchyme au niveau du cortex intermédiaire, caractère que l'on retrouve également chez les embryophytes, élophytes et hydrophytes. Ainsi, le lépidodendron supportait sa masse non pas par son bois, trop peu épais, mais par son périderme, caractère pour le moins peu commun. De ce fait, les lépidodendrons constituent une arborescence aux frontières de la définition classique de l'arbre. C'est pour cela que l'emploi du mot tronc ou à l'inverse de stipe pour qualifier la tige de l'épidophyte est pour l'instant très incertaine et dépend surtout des auteurs. Ici, nous allons considérer le lépidodendron comme une arborescence tout à fait unique, disparue de nos flores modernes, et on pourrait la considérer comme un arbre lycophyte. Concernant les autres structures anatomorphologiques du lépidodendron, eh bien la plante est surtout connue de ses cicatrices foliaires caractéristiques. Ces cicatrices foliaires présentent la trace d'insertion de la ligule, une petite bractée située juste au-dessus de la feuille, et c'est une importante caractéristique des lycophytes. On retrouve également le coussinet foliaire et les parycnoses, servant potentiellement à l'aération du pseudotronc. Dans le registre fossile sont décrits de nombreuses cicatrices foliaires de lépidodendron. Ces dernières doivent leur diversité à 3 facteurs. Le premier est d'ordre taphonomique. En effet, l'altération, la compression lors de la diagénèse et la biodégradation de l'écorce peuvent engendrer une déformation des cicatrices foliaires. Ensuite, nous avons l'ontogenèse de la plante, c'est-à-dire le développement de l'organisme de sa naissance à sa mort. Il est en effet possible que le lépidodendron ait des cicatrices foliaires différentes en fonction du stade de son développement et de sa place sur le pseudotronc, les plus anciennes étant vraisemblablement situées vers la base de la tige. Enfin, le troisième facteur est le niveau de décortication. Ici, les cicatrices foliaires se verront attribuer des noms différents. On parle de morphogenre. Concernant le lépidodendron, nous avons de l'extérieur vers l'intérieur de l'écorce le lépidofolios, l'aspidaria, le bergeria et l'echnoria. Chaque cicatrice foliaire, disposée en spirale sur la tige, correspond à une ancienne microphylle disparue, à savoir les lépidophyllum. En effet, le lépidodendron ne ressemblait pas toujours à cette grande arborescence à la couronne foliaire bien développée. Lorsqu'une lépidophyte développe ses premiers cônes, ou lépidostrobus, elle est à la fin de son cycle de développement. Les ramifications dichotomiques successives de la tige du lépidodendron ne surviennent donc que lorsque le sporophyte a atteint sa maturité et donc sa taille adulte. Avant le développement de la couronne, le lépidodendron se traduit par une tige unique, non ramifiée et recouverte de microphyles, se détachant au fur et à mesure que la plante se développe. Une fois une certaine hauteur atteinte, la tige se ramifie dichotomiquement et des axes se forment eux-mêmes, se ramifiant par deux pour former le houppier du lépidodendron. Les axes terminaux arborent ensuite des strobiles renfermant les sporanges essentiels à la reproduction. Ce qui est frappant chez les lépidophytes, c'est l'étonnante symétrie du sporophyte. Outre les ramifications dichotomiques successives du houppier, ces plantes développent également des ramifications souterraines, formant ce qu'on appelle le réseau stigmarien. Les stigmaria sont considérés comme un caractère analogue à celui des rhizomorphes chez les isouettes modernes, ce qui signifie que les lépidodendrons disposaient leurs racines, mais également des pneumatophores, structure permettant l'aération des racines, à partir des stigmaria.
Les stigmaria et les racines partagent également le même mode de ramification que les parties caulinaires, à savoir des ramifications dichotomiques, ce qui donne une certaine symétrie à l'appareil végétatif pris en entier. Concernant la reproduction, le lépidodendron présente des caractères pour le moins étonnants. En effet, les lycophytes et isouétopsides, groupe auquel appartient les lépidophytes, sont des plantes hétérosporées. Ce qui signifie qu'il y a une sexualisation des lignées de sporulation, avec des macrospores et des microspores. Ces méiospores sont produites et stockées dans des sporanges qui sont eux-mêmes différenciés. Il y a ici des macro- et des microsporanges. Nous savons que chez les sélaginelles, les épisporifères sont strictement hétérosporés et bisporangiés. En est-il de même chez les lépidodendrales ? Eh bien non. Même si le lépidodendron est également hétérosporé, les strobiles sont dits monosporangiés, c'est-à-dire qu'il existe des cônes strictement mâles et des cônes strictement femelles. Les cônes mâles, microsporangiés, portent le nom de lépidostrobus. Ils sont également bien plus fréquents que les strobiles femelles, macrosporangiés, portant le nom de strobile de lépidocarpone. Les lépidostrobus sont composés d'un ensemble spiralé de feuilles modifiées appelées microsporophiles, qui portent les microsporanges contenant les lycosporas, des microspores, l'équivalent d'un pollen. Le lépidocarpone est de loin la structure la plus dérivée chez les lycophytes. En effet, le strobile présente un ensemble spiralé de mégasporophiles portant les macrosporanges. Les macrosporanges de lépidocarpone sont étonnants par la capacité à la miniaturisation et à la rétention du gamétophyte dans le sporophyte. On a ici un cas de convergence évolutive avec les ovules de spermatophytes. Quand on regarde de plus près ces macrosporanges, ils présentent une structure comparable à un tégument, et cette ouverture fait également penser aux micropiles des ovules. À l'intérieur, on retrouve le gamétophyte du lépidodendron. Les lépidocarpones et leur étonnante ressemblance avec les ovules des plantes à graines, comme les conifères, sont tout à fait inédits chez les lycophytes. Comme nous l'avions vu, les lépidodendrons prospéraient dans ce qui devait être de vastes marécages tropicaux, les swamps, alors plus qu'abondants, offrant une humidité constante, des sols quasi anoxiques, gorges d'eau et une chaleur tropicale. Des conditions pourtant loin d'être favorables aux plantes terrestres. La plupart en effet préfèrent les sols bien oxygénés, humides, certes, mais pas en excès au risque de faire pourrir les racines et noyer le végétal. Certaines plantes ont pourtant réussi à occuper ces niches écologiques. Ce sont les flores zélophytes, telles notre cyprès chauve de Louisiane, que nous avons vu plus haut. Les zélophytes forment un groupe écologique bien évidemment strictement hygrophile, appréciant donc les zones humides. Ces plantes ont généralement la base de la tige et les racines immergées ou enracinées dans les sols, gorgés d'eau, voire vaseux. Pour survivre, différentes stratégies ont été élaborées, dont la mise en place des pneumatophores, permettant l'aération des racines, caractère que l'on retrouve chez de nombreuses plantes zélophytes arborées. Comme nous l'avons vu, les lépidodendrons ne font pas exception. Ils sont également pourvus de ces structures, leur assurant une certaine pérennité dans ces milieux difficiles. En plus des pneumatophores, nombre d'élophytes admettent également une physiologie pour le moins étonnante, celle de la photosynthèse chamaquatique. La photosynthèse est un ensemble de processus métaboliques tout à fait caractéristiques du monde végétal. Elle permet l'autotrophie, à savoir la capacité à fixer le carbone à partir du CO2 atmosphérique et ainsi d'en produire des sucres. La photosynthèse chez les plantes est dite oxygénogène car l'un des résidus principaux de ce métabolisme est le dioxygène que l'on respire. La photosynthèse prend place dans des organites des cellules végétales appelées chloroplastes. Dans ces organites se produisent deux phases, la phase claire et la phase sombre de la photosynthèse. Pour bien comprendre ce qu'est la photosynthèse, il va nous falloir détailler le cas général pour ensuite nous attarder sur la voie chamaquatique. Alors préparez-vous, on va commencer à s'intéresser de plus près à un processus pour le moins compliqué. Pour commencer, on peut résumer la photosynthèse oxygénogène par cette simple réaction chimique. 6 molécules de dioxyde de carbone ainsi que 6 molécules d'eau auxquelles on rajoute l'activité lumineuse du soleil nous permettent d'obtenir 6 molécules de glucose et 6 molécules de dioxygène. Une réaction chimique simple mais qui cache en réalité une cascade de réactions biochimiques dont ce qu'on appelle le cycle de Calvin.
La photosynthèse se traduit, comme je vous le disais, par deux phases. L'une se produisant dans les membranes des thylakoïdes, la phase photochimique ou claire, tandis que l'autre se produit dans le stroma du chloroplaste, la phase sombre ou chimique. La phase claire nécessite, comme son nom l'indique, l'apport de la lumière solaire, captée par le photosystème 2 et permet l'excitation de la chlorophylle. Cette excitation fait perdre des électrons à la chlorophylle, qui les récupère ensuite par le biais de la photolyse. Des molécules d'eau sont ainsi transformées en dioxygène et en protons. La concentration des protons augmentant dans l'espace intrathylakoïdien par rapport au stroma, il est nécessaire de rééquilibrer les concentrations en faisant passer les protons en excès dans le stroma. Pour ce faire, de l'énergie lumineuse est captée par le photosystème 1. L'énergie combinée aux électrons permet ainsi la synthèse des molécules de NADPH à partir de NADP+. Les protons H+, quant à eux, sont évacués vers le stroma à partir des ATP synthase, situés dans la membrane des thylakoïdes. Ce passage des protons produit de l'énergie nécessaire à la synthèse des molécules d'ATP ou adénosine triphosphate, à partir des ADP plus pi. Pour information, l'adénosine triphosphate est la stricte base de toute forme d'énergie cellulaire. Elle est essentielle aux réactions métaboliques de tout organisme vivant. Vous aurez remarqué que cette phase de la photosynthèse fait intervenir la lumière solaire et produit du dioxygène résiduel. Mais nous n'obtenons toujours pas de sucre, qui, rappelons-le, constitue l'objectif de toutes ces réactions chimiques et est absolument nécessaire à la respiration cellulaire. Pour ce faire, les molécules d'ATP et de NADPH seront utilisées dans une autre phase de la photosynthèse, qu'est la phase sombre. La phase sombre, justement, se traduit par le célèbre cycle de Calvin, qui fait intervenir le dioxyde de carbone atmosphérique ou sédimentaire, la source de carbone pour la synthèse du glucose. 6 molécules de CO2 sont injectées dans le cycle de Calvin, en plus de 6 molécules de ribulose biphosphate. La réaction qui s'ensuit est accélérée ou catalysée par une protéine extrêmement répandue, la rubisco, ou ribulose biphosphate carboné oxydase. Cette réaction nécessite également de l'énergie, 12 ATP sont ainsi utilisés, repassant sous la forme ADP plus pi. De même pour les 12 NADPH devenant de la NADP+. Tout cela permet la synthèse de 12 glycéraldéhyde triphosphate, dont une partie est utilisée pour la synthèse finale de glucose. Les 10 autres glycéraldéhyde triphosphate sont réinjectés dans le cycle de Calvin pour y être transformés en ribulose biphosphate par l'intermédiaire de l'utilisation de 6 ATP. Voilà pour notre cycle de Calvin. La photosynthèse ici expliquée est encore assez simplifiée. De plus, il est important de retenir qu'il existe plusieurs formes de photosynthèse, dont la C3, la C4 et la photosynthèse de type CAM. La photosynthèse de type CAM, ou Crassulacean Acid Metabolism, est une voie métabolique de la photosynthèse dérivant de la photosynthèse C4. Elle caractérise les plantes malacophytes ou plantes grasses qui sont xérophiles, appréciant donc les milieux arides, comme les déserts chauds. Les xérophytes, groupe écologique des plantes arides qui ont en effet une nécessité absolue à économiser l'eau dont elles disposent. Or, l'évapotranspiration est très importante chez les plantes. Pour éviter un maximum cette perte d'eau, les plantes xérophytes, comme les aloés, les cactus, les euphorbes, les agaves ou les épiphytes, ferment leurs stomates pendant le jour et les ouvrent la nuit. L'avantage, c'est que l'eau est ainsi stockée dans le sporophyte, sans risque de la perdre par le biais des échanges gazeux par les stomates, ces derniers étant fermés. Le problème cependant, c'est que la photosynthèse nécessite de l'eau et de la lumière, mais aussi du CO2. Ce même CO2 est absorbé par les stomates, ce qui est impossible pendant la journée, mettant ainsi en péril la plante, en l'absence de photosynthèse. Pour éviter le dépérissement, la plante ouvre ses stomates la nuit et absorbe un maximum de CO2. Ce dioxyde de carbone est ensuite stocké dans les vacuoles des cellules végétales sous la forme d'acide malique. Ce même acide malique est ensuite décomposé au cours de la journée en CO2 pour réaliser le cycle de Calvin malgré les stomates fermés. Bien sûr, le lépidodendron n'était pas une plante xérophile, la photosynthèse CAM est pourtant également présente chez les plantes zélophytes voire hydrophytes, comme les isouettes. C'est une voie métabolique de la photosynthèse récemment mise au jour et considérée comme relictuelle, car bien plus répandue au Paléozoïque supérieur. La photosynthèse CAM-aquatique s'inscrit dans un contexte de concurrence rude pour l'absorption du CO2 disponible, qu'il soit dissous dans l'air ou dans le substrat.
La plupart des plantes des milieux aquatiques vont effectuer leur photosynthèse le jour, participant grandement à l'appauvrissement des eaux et du sol en CO2. Mais la nuit, il en est tout autrement. La teneur en CO2 grimpe, ce qui constitue une aubaine pour les plantes cames comme notre isouette, plus proche cousine moderne des lépidophytes carbonifères. Ainsi, les plantes cames aquatiques absorbent une quantité non négligeable de CO2 la nuit et la stockent sous forme d'acide malique dans les vacuoles de leurs cellules et dans leur aérenchyme sous forme gazeuse. Tissu lacunaire permettant le stockage et le transport de gaz utiles pour la photosynthèse et la respiration cellulaire ainsi que la flottaison. Grâce à cette voie métabolique, les plantes cames aquatiques peuvent se développer malgré la concurrence et la rareté du CO2. Nous avons vu que le lépidodendron disposait de pneumatophores pour l'aération des racines et de couches de tissu lacuneux, un aérenchyme, au sein de son pseudotronc. Ainsi, à l'instar de nos isouettes modernes, les lycophytes géantes étaient également des plantes cames aquatiques. L'absorption du CO2 était à la fois diurne et nocturne, augmentant considérablement le rendement de la photosynthèse. La voie métabolique came aquatique était la photosynthèse dominante chez les embryophytes carbonifères. Les lycophytes, et en particulier les lépidophytes, dominaient les milieux humides et tropicaux. Leur importance écologique était considérable, ce qui aurait participé à la modification globale de l'atmosphère. En effet, il est fort probable que la domination des lépidophytes, comme les lépidodendrons, aurait engendré en partie la chute brutale du CO2 atmosphérique et l'augmentation du taux de dioxygène qui caractérise le carbonifère. Or, moins il y a de CO2 disponible, plus les voies métaboliques cames sont favorisées, et donc les lépidophytes. Ainsi, ces plantes entretenaient leur domination des écosystèmes et pouvaient continuer leur extension. Le lépidodendron, l'épidophyte emblématique et plus grand représentant connu de ce groupe, était une plante arborescente vivant dans les milieux tropicaux et marécageux de l'étage collinéen. Cette plante était plus particulièrement abondante dans les zones lacustres, ripicoles et littoraux, où elle prospérait aux côtés des calamites, d'autres lépidophytes, et au cours du Pennsylvanien, des cordaïtes et des grandes fougères maraciales. Cependant, le Carbonifère supérieur fut marqué par une période d'aridification corrélée à l'avènement de la Pangée. Cette période sonna le glas de la domination des lépidophytes dans les forêts paléozoïques. Le lépidodendron et ses cousines déclinèrent progressivement, laissant la place aux fougères, ptéridospermatophytes, cicadophytes et aux premiers conifères comme les voltiales. Au Permien moyen, même les Sigillariacées avaient disparu de la Pangée. Cela dit, les lépidophytes comme les Sigillaria, les lépidodondracées n'avaient pas disparu. Elles perduraient encore dans des zones refuges que sont ces îles-continents enclavant la Paléothétis, que sont la Chine du Sud, la Chine du Nord, Amuria et Anamia. Lépidodendron et ses cousines finiront tout de même par disparaître lors de la crise d'extinction permo-triasique et lors du Trias inférieur. Ainsi se termina l'histoire d'une plante au modèle architectural inédit, devenue un symbole des forêts paléozoïques disparues.